La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD hebdomadaire où tout le monde se casse. Coucou les gens, c'est One A Pied. Je me rends compte que ça doit faire 2 épisodes que je dis que c'est une émission bimensuelle, alors que ça fait longtemps que ça ne l'est plus. C'est une émission hebdomadaire. Ouais, je sais. Je l'ai dit hebdomadaire sur les précédentes. Ouais, peut-être que je me suis planté, je n'en sais rien. Quoi qu'il en soit, nous allons parler de bande dessinée. Nous avons chroniqué 4 bandes dessinées et fait un petit hors-sujet où on va parler d'autres choses. Pour ce faire, je suis accompagné du meilleur des chroniqueurs BD du monde. C'est donc Guillaume. Non, il n'était pas là ce soir. Non, on a son frère jumeau, Guillaume. Voilà, salut Guillaume. Salut. Voilà, et aussi de Tizak, qui est toujours aussi lui-même, et c'est déjà pas mal. Mais c'est déjà trop. Ouais, c'est déjà Bonsoir beaucoup trop. Et aussi de Thio, qui nous amène à boire. Ouais, le zup. Le zup de la top, vie. parce qu'on avait soif et qu'il fait chaud. Voilà. Tu veux qu'on partage un zup? Voilà, cette émission n'est pas sponsorisée par The Coca-Cola Company et c'est bien dommage. Mais elle n'est pas. Enfin, si, il y a quelques éditeurs qui nous envoient des BD, donc on pourrait les remercier. Vu qu'on va parler du bruit du givre, de Lady with Guns, de la dernière comédie de Paolo Pinocchio, une des BD qu'un des éditeurs nous a envoyé, celle-là par exemple, et de La Horde du Contrevent, le tome 3. Et on finira par un œil sur la série Better Call Saul, qui est une série. Ce qui est déjà. C'est une nouvelle série, ça? Ouais, ils viennent de finir la 6e saison. Ah oui, c'est ça. Ouais, voilà, c'est récent. Ouais, c'est récent. Nous allons chroniquer le bruit du givre. C'est un spin-off où il y a plus de saisons que dans la série originale. Ouais, mais c'est parce qu'ils ont fait la dernière saison en 2 parties de 5 concepts. Allez, on parle de quoi? Donc du bruit du givre. Lorenzo Mattotti au scénario, au dessin et à la couleur. Pour 29 € chez Castorama. Il n'y a pas un autre scénariste? Non, c'est Georges Xantner qui est au scénario. Qui c'est qui a fait les... C'est moi qui l'ai fait, mais pas bien. Ah, d'accord. Voilà. Mais je savais qu'il y avait un truc avec Xantner, mais quand je suis allé chercher sur la fiche de l'éditeur, il était même pas crédité, le garçon. C'est quand même un petit peu dommage. Enfoiré de chez Casterman qui a dit ce bouquin pour 29 €, les enfoirés 2 fois. C'est ça, tu peux donner le nombre de pages aussi? Plein. Ça sert à quoi que je le mette sur ma fiche et que tu mais l'aies c'est pas sur la fiche. Donc le bruit du givre, donc je l'ai lu il y a tellement longtemps que entre temps j'ai changé 2 fois de présentation sur mes chroniques. Voilà. Non mais c'est terrible. C'est-à-dire que tu l'as souffert, quoi. Tu l'as lu plusieurs fois, tu l'as chroniqué plusieurs fois. Je viens de le relire pour pouvoir le chroniquer ce soir. C'est un truc, voilà. Le dictateur, vraiment, il fait n'importe quoi. Donc, nous allons suivre Samuel. Samuel est abandonné par sa compagne, Alice. Bon, elle l'abandonne pas pour rien. Elle voulait avoir un gamin, elle lui dit, elle est amoureuse, il est amoureux, et en fait, lui, il fait burn-out dans sa tête. Donc du coup, elle prend sa petite valise, elle lui parle, mais il comprend pas, il entend pas, son cerveau est HS, voilà, il est hors ligne. Un petit peu plus tard, il reçoit un courrier de cette même Alice qui arrive d'un pays lointain. Elle ne lui dit pas de revenir, elle ne lui dit pas qu'elle l'attend, elle ne lui dit pas dépêche-toi. Non, juste elle lui a écrit, elle a eu besoin de lui écrire. Et donc Samuel décide, puisqu'elle lui a demandé de ne pas venir, il décide de la retrouver. Oui, il est bien ce garçon. Et donc il part sur ses traces à la recherche, d'une part de ce qu'elle lui a dit, puisque son cerveau étant embrumé, il n'a pas entendu c'était les derniers mots de la femme de sa vie à l'époque, en tout cas, non plus tôt. Et puis entre-temps, lui a travaillé aussi sur le pourquoi de ses bruits, sur le pourquoi de ses peurs, sur cette espèce d'introspection. On va naviguer entre fantasmagorie, donc introspection, beaucoup de poésie, une longue quête va commencer, beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'aventures, des douleurs mentales, des douleurs morales, des douleurs physiques, et en même temps une espèce de sérénité, une puissance qui va petit à petit naître dans ce personnage, ma foi, très mal en point au démarrage.
Au niveau du scénario, c'est compliqué à définir. On est sur une quête intérieure, sur une quête intime. On a un personnage qui est psychologiquement sérieusement atteint, qui a de troubles, de lui-même. Et il va essayer de se créer, de se dépêtrer de tout ça pour se créer une vie enfin. C'est raconté de façon un petit peu étrange. Il y a beaucoup de narration en Pierrick, tu vas me rappeler, en phylactère, si je ne me trompe pas. Oui, phylactère. Non, pas en phylactère. Tac, C'est un voix off. C'est pas un phylactère, c'est un... Bon, tu vas me le retrouver. Putain, Voilà, mais tu vas le retrouver. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et un petit peu de bulles, mais au final très peu. On est encore C'est un cadre, quoi, mais c'est on est au final énormément dans l'introspection, donc il va plus se parler à lui-même. Je te coupe, mais en fait, c'est ça, il n'y a que de la voix off, en fait. C'est ça, énormément de voix off, exactement. Mais de la voix off de lui-même, de ce qui se passe à l'intérieur de lui-même. Mais alors, le plus surprenant, c'est quand même le découpage, qui a été volontairement fait comme ça, parce que la bande dessinée avait été créée dès le démarrage dans l'optique de l'adapter au départ pour du très grand format, puisque c'était pour un journal allemand, et ça a été pensé pour ce format-là ensuite, avec un découpage à 2 grandes cases par page, et avec beaucoup de narration, parce qu'il y avait aussi dans l'optique d'en faire un roman qui a été réalisé. Donc la construction était déjà prévue dès le départ. Là où c'est très surprenant, c'est dans le dessin, c'est dans le choix des couleurs, et c'est dans la fantasmagorie, dans l'onirisme des dessins qui viennent faire écho à l'état psychologique et mental de ce personnage. Pour moi, c'est un travail d'orfèvre. Mais au niveau de l'histoire, je comprends que ça puisse ne pas forcément plaire à la grande majorité. Le travail, on va dire, narratif, de la façon dont c'est fait. C'est très compliqué de vous avoir en face. C'est ça. Le travail narratif, et oui, c'est ça, Zertov, tu as trouvé la référence que je voulais dire, mais ça ne marche que si on a la vidéo, donc j'en parlerai pas dans le podcast. Bref, d'un point de vue narratif, je trouve l'exercice superbe. D'un point de vue de l'histoire, c'est intéressant. Ça va, enfin, c'est surtout le graphisme. En fait, moi, j'aime beaucoup le travail de Mattotti. C'est beau. Et franchement, voilà. C'est pas le genre d'histoire qui me marque, mais vraiment, le graphisme, moi, c'est quelque chose que j'ai adoré. Graphiquement. Sur la narration, ce travail que de grandes images qui sont superbes, qui sont des peintures en elles-mêmes, mais c'est comme ça que travaille Mattotti. Oui, il avait commencé à travailler sur un Dr Jekyll qui est sorti du coup, qui est dans la même veine graphique. Après c'est sa veine graphique. Hein. D'ailleurs, tu connais sûrement déjà je sais pas si tu as lu Feu en ce qui concerne, mais tu connais sûrement son travail sur les illustrations de Rouge de Goldman. Ce qui est dans le même style graphique aussi. Voilà. Qui en jette déjà pas mal. Bref, il aime bien les illustrateurs qui ont fait de la BD, Goldman. Hein. C'est pas le premier. Voilà. Donc, c'est pas le dernier, pardon. En tout cas, voilà, je trouve ça... j'ai du mal parce que, graphiquement, ça me touche beaucoup. Après, l'histoire... on sent ce côté, on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop ce qu'on va raconter. Alors on va dire que notre héros est perdu, comme ça on est perdu comme lui. Et c'est pas mal en soi. Et on va écrire... Ça dépend des fois. On va improviser cette histoire au fur et à mesure. Ça fait partie de l'exercice de style. C'est un bel exercice de style. Mais ça n'atteint pas le niveau du dessin. Ouais. Oui, c'est peut-être ça. C'est-à-dire que l'introspection est intéressante, mais il n'y a pas de grandes révélations non plus, il n'y a pas de choses dinguissimes. Mais c'est bien mené, c'est bien raconté, mais effectivement, le dessin est tellement au-dessus, le dessin est tellement onirique, le dessin est tellement fou, avec des cadrages de dingue, une couleur de dingue, qu'effectivement, le texte à côté, même s'il est intéressant, semble plat. Mais en même temps, l'association des deux fonctionne bien. Sur cette édition-là, puisqu'il y a eu une édition plus ancienne, mais sur cette édition-là, il y a une préface qui est de très bonne qualité. Là, sur la version que vous voyez, si toutefois Pied montre, vous avez à l'image avec la jaquette. Oui, mais là, on n'a pas la jaquette. Vous n'avez pas la jaquette qui est en dessous. Voilà.
Donc voilà, quelqu'un veut rajouter quelque chose Guillaume, non Je l'ai pas lu. Tu l'as pas lu, ça facilite grandement les choses. Donc c'était Le bruit du givre de Lorenzo Mattotti. Oui, on va tenir nos timings comme ça. Ça, Avec, c'est une remarque constructive. Je l'ai pas lu, ça nous arrange. Merci, on va aller plus vite. Allez, Guillaume. Zedner chez Casterman. La prochaine fois, on fait des chroniques où il n'y a qu'un seul d'entre nous qui l'avont lu. Ça ira plus vite pour les coups de cœur, ça ira plus vite aussi. Ouais, mais ça sera moins. Mais il y aura moins de débats, ça sera moins drôle. J'aime bien tuer les coups de cœur. Moi je m'oppose. Voilà, parce moi, que j'ai vu la couverture. Moi je lis tes BD juste pour tuer tes coups de cœur, tu sais. Ouais, c'est ça. On passe à Lady with Guns et c'est dessiné par Anne Laure, c'est scénarisé par Olivier Bocquet et je crois que les couleurs c'est quelqu'un d'autre mais j'ai un doute parce que j'ai plus le truc sous les yeux. Elvire de Coq. Je te l'ai mis en fait. Hein. Oui non mais j'avais pas le texte sous les yeux. Ça sert à quoi que je remplisse le chauffeur si tu ne le lis pas? J'ai plus de batterie, il y a quelqu'un qui m'a piqué l'emplacement de mon chargeur. Eh ben, prends-le. Non mais vas-y continue. Thio, c'est toi qui vas nous en parler, il me semble. Vas-y Guillaume, je te laisse la main. C'est Guillaume. Merci. Je préfère. Voilà. Non, ça m'arrange parce que tu vois, typiquement, l'ordre des contrevents, Ouais, j'ai pas pu quoi. Ouais, j'ai senti que J'ai pas eu le temps. Non, mais il n'y a pas de souci. Bon, c'est chez Dargo pour 16 €. Voilà. Bon, bah, puisqu'on me prend un peu au dépourvu, voilà, c'est bien, c'est sympa. Allez. T'es d'une efficacité aujourd'hui. C'est redoutable. Alors, Ladies with Guns. Alors, je l'ai lu il y a longtemps, et puis quand on l'a mis au programme, je me suis dit, je vais peut-être le relire parce que j'ai un peu oublié le pitch. Et en même temps, ça m'a inquiété en me disant, mais c'est bizarre parce que j'avais un souvenir plutôt agréable d'un moment plutôt sympathique, mais je me souviens pas du bouquin. Et là, du coup, je l'ai relu avec un a priori assez négatif en me disant, peut-être que c'était pas si bien que ça. Et en fait, j'ai compris le pourquoi du comment. C'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas un bouquin qui va marquer les annales, mais c'est un très bon divertissement parce que quand je l'ai relu, j'ai compris pourquoi j'avais gardé un très bon souvenir parce que les ingrédients sont sympathiques, ils fonctionnent bien. On a déjà tous vu ou lu des westerns qui mettent en scène des femmes avec des cojones, si vous voulez bien me passer l'expression, qui ont été un petit peu martyrisées et qui du coup en ont ras-le-bol, les posent sur la table et font des finissent par barbecues régler leurs problèmes. Non, mais si c'est pas des conneries, c'est bon. On fait pas de barbecue? Bah si, à la Marseillaise, vers la fin de l'épisode. Ouais, plus ou moins. Bref. Donc, on commence l'histoire avec Caitlin, donc une jeune Anglaise, enfin, oui, jeune, qui est venue aux États-Unis pour le Grand Ouest, c'est beau, le pays de toutes les opportunités, avec son mari. Malheureusement, ça s'est pas si bien passé que prévu. Et puis, voilà, c'est à peu près ce qu'on en sait pour l'instant. Il se trouve que là, elle est en train de bouger une cage en fer occupée par une jeune esclave noire. Et elle est aux prises avec un puma. Et donc, à un moment donné, elle va... Tranquille, ouais. Elle va essayer de se débarrasser du puma. Elle va tirer pour lui faire peur, sauf que elle va tirer sur le puma, donc ça ne fait plus que peur. Et puis sur ces entrefaites arrive, j'ai oublié son nom, Shiwana. Oh, c'est imprononçable, c'est affreux. Bref, qui est une indienne. Bienvenue donc dans notre émission, tu es accepté, tu ne sais pas retenir des prénoms des personnages. C'est affreux. Tu es fait pour nous. Et donc qui est là pour venger son frère indien que Kathleen aurait tué. Voilà, ça c'est comme ça. Ça démarre, une blanche, une noire, une peau rouge, et puis des comptes à régler. Et donc on va suivre l'histoire de ces trois jeunes femmes qui vont en rencontrer d'autres, pour qui ça va pas très bien se passer. En tout cas, pas comme ce qu'elles voudraient. Qui vont se heurter à la loi de l'époque, à savoir que t'es une femme, donc tu te tais, en plus t'es noire, donc t'es une esclave et tu te tais, et puis si t'es une rouge, t'es une sauvage, donc tu te tais aussi. Choumani. Merci, Choumani. À ne pas confondre avec Chewbacca, qui n'a absolument rien à voir. Et voilà. Et donc on va suivre les pérégrinations et les aventures de ces jeunes femmes qui vont essayer de sortir leur épingle du jeu, et déjà survivre, ça serait pas mal. Donc, ah oui, mon avis. Ouais. Vas-y, c'est ça. Donc je disais, même si j'ai un peu commencé par ça, voilà, des ingrédients simples, mais finalement efficaces, une alchimie qui a plutôt bien pris.
Comme je vous disais, une bonne BD divertissement, c'est pas forcément la BD du siècle qu'on retiendra ad vitam, mais un très bon divertissement. J'ai vraiment apprécié de la lire. Et d'ailleurs, dans une prochaine émission, je vous ferai le coup du tome 2 parce que ça confirme les impressions du tome 1, à savoir sympa à lire. Ouais, j'ai vu le 1 à la fin. Quand j'ai vu comment ça se terminait, je me suis dit, mais il y a un tome 2, c'est pas écrit. Ah oui, parce qu'en fait, sur la page, c'est pas écrit, c'est écrit sur la tranche. C'est comme ça que j'ai su qu'il y avait un tome 2. Et effectivement, si je suis allé chercher ça, c'est parce que ça m'a bien plu. Comme tu le disais, tous les ingrédients sont réunis, ça fonctionne extrêmement bien. Et pour un tome de mise en place, on s'ennuie pas, au final. Tout à fait. Tu vois, on a posé comment est-ce que nos 3 protagonistes vont se rencontrer, une ribambelle d'autres galeries de portraits au passage, et on s'est pas ennuyé 2 secondes, ça défouraille, mais pas que. Et voilà, un bouquin qui tient ses promesses avec un titre qui tient ses promesses. Ça fonctionne très bien. Au point que tu dis que tu as cherché s'il y avoir un tome 2, mais c'est vraiment un album qui se suffit à lui-même. Tu peux très bien lire que le tome 1 si tu en as un très envie. Donc c'est vraiment une série, elle n'aurait pas eu de succès, les auteurs, ils n'auraient pas dit zut, on n'a pas fait la fin de l'histoire, quoi. C'est ça, exactement. Puis ils auraient pu changer juste la fin de l'histoire pour que ça se termine. Moins ouvert, qu'on soit sur une fin moins ouverte que celle-ci, quoi. Non, ça marche très très bien. C'est un peu, un cliché du western de raconter l'histoire de femmes, enfin récemment en tout cas, de femmes qui sont des femmes rebelles et qui s'en sortent comme elles peuvent. Oui, des femmes qui aiment faire les barbecues, quoi. Mais c'est mené tambour battant. On n'a pas une seconde. Enfin, l'exposition, tu t'ennuies pas une seconde. Tu as du stress, de la bonne intrigue. J'ai passé un très très bon moment. Le dessin marche bien. Ce travail sur les couleurs dans les tons ocre, rouge. Moi, un peu, enfin, tu vois, bien plus, tu sais, c'est jaune, c'est orangé, enfin, absolument. J'ai passé un très très bon moment, un très bon divertissement. Oui, puis les scènes de combat sont bien rendues, c'est très très dynamique sur les cadrages, sur l'animation des personnages. Le dessin fonctionne extrêmement bien, c'est bien moderne, voilà. La recette fonctionne. Ingrédients simples mais bien travaillés. Quelque chose à ajouter, mon cher Thio ? Non, voilà. Eh bien... Je vous aime, les amis. C'était Lady with Guns de Olivier Bocquet, Anne-Laure et Elvire de Coq. J'ai Dargo pour 16 €. Mais qu'est-ce que c'est 16 € quand on a la santé ? Eh bien, 16 €, c'est ce que vous pourriez nous donner via notre Tipeee. Quoi ? Oui, tout à fait. C'est pourquoi, quand on a la santé, tu souhaites du mal à nos tipeurs Non, je dis juste que quand on a la santé, l'argent n'a pas de valeur et qu'ils peuvent nous le donner. Ah, ok. Voilà. Okay. Voilà. C'est pas une fois qu'on est mort que l'argent n'a plus de valeur ? Ouais, ça doit être ça. Voilà. Donc, si vous voulez nous soutenir en nous aidant à payer nos mutuelles pour les diverses opérations que nous allons subir au cours de l'année. Oui, personnellement, j'ai un genou à changer. J'aimerais bien avoir un genou en titane. Moi, c'était l'an dernier, mais tout ça. Donc, nous avons tipeee.com/la voix des bulles. Vous pouvez décider de donner ce que vous voulez, autant de fois que vous voulez. Ou donne-moi ton genou.com. Et franchement, on vous demandera des sous qu'à partir du moment où on publiera une émission. Donc, si on commence à ne plus rien faire, on ne prendra même plus d'argent. Voilà, vous êtes tous à y gagner. On aura assez d'argent, on n'aura plus besoin de votre argent. Aussi. Et on n'aura plus besoin de votre argent. Mais vous pouvez aussi cliquer sur les vignettes sur le site lavoixdesbulles.fr. Qui vous mèneront sur le site Bubble, qui vous permet de commander des bandes dessinées ou de les réserver chez votre libraire favori s'il est affilié à Bubble. Mais vous pouvez aussi tout simplement aller sur les réseaux sociaux et dire « Oh, je viens d'écouter un podcast, c'était trop bien, c'était le meilleur podcast BD du monde !» Voilà, c'est une chose qui marche bien. Moi, je trouve ça efficace et il faut le faire, non ? Tout à fait. Voilà. Tout à fait. D'ailleurs, justement, Chavon, Warloff, Todd, Stéphane, Cobal, Boub et l'archiviste l'ont fait. Voilà. Donc, comme vous êtes des gens bien, faites-le aussi. Bien joué, maître. Voilà. Les gens bien donnent sur Tipeee à la voix des bulles. Ça se termine par « Et vous ?» Paolo Pinocchio, une bande dessinée de Lucas Varela au scénario, au dessin, à la couleur. Il a un peu tout fait. C'est chez Tanibis et ça coûte 25 €. Paolo Pinocchio, on en a déjà parlé. C'était une Pourquoi on en reparle alors ? Parce que c'est un deuxième tome. Le premier, c'était une suite de récits courts, c'était humoristique, c'était absurde, ça avait une tendance un peu trash. Ça manquait un peu de liant parfois, mais franchement, c'était bien cool. Là, on est dans un récit complet
qui est totalement indépendant. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir lu le tome précédent pour y comprendre quelque chose. Et on va suivre les pérégrinations de Paolo Pinocchio, qui a été conçu par un marionnettiste avec le sceau des muses. Le sceau des muses, c'est son nez. Et les dieux, ils veulent voir le sceau des muses détruit, parce que franchement, c'est pas cool d'avoir des idées. Tout aussi bien que ça. Et donc il se retrouve, ce cher Paolo, au milieu d'un conflit entre l'ordre et le chaos, alors que lui, tout ce qui l'intéresse, c'est l'argent et les meufs. Voilà. C'est... Faut se fixer des priorités. Voilà. Non, mais à un moment donné, il faut être honnête, quoi. C'est très perturbant que de lire cette bande dessinée parce que Paolo Pinocchio était vraiment le genre de truc de strip qui va paraître dans un magazine un peu indé de bande dessinée avec un dessin très léché, quelque chose que j'aimais beaucoup. Et là, on est vraiment dans un changement de style, ne serait-ce que graphique, où on est sur quelque chose de très coloré, un peu pop. Là, il part sur quelque chose... le style reste le même, mais c'est surtout le travail de la couleur. On est sur une bichromie bleu-rouge. Il y a beaucoup de symbolisme dans le trait, dans la mise en page, dans les éléments de décor. Il y a un méga travail sur le découpage, un gros gaufrier qui est plus ou moins régulier. Il y a des pleines pages éclatées qui partent dans tous les sens. C'est un boulot, mais je veux dire d'un point de vue graphique et narratif, qui est un boulot excellent. Sur le scénario, si on a beaucoup aimé le premier Paolo Pinocchio, là, autant dire que le changement de style, il peut faire un peu mal parce qu'on est vraiment arrivé sur une narration beaucoup plus exigeante qui a pris beaucoup en maturité. C'est bourré d'allégories, de références. C'est très très riche et parfois un petit peu trop parce qu'on se perd. On sent que il y a un petit truc. Il a peut-être voulu faire référence à tel mythe, telle théologie, telle chose que j'ai pas forcément capté. On perd un petit peu en humour, on gagne beaucoup en subtilité. Mais l'humour reste quand même là. Hein. C'est juste beaucoup moins premier degré comme humour que ce qu'il y avait dans la première histoire. Voilà, je regrette un peu cette perte d'absurdité nihiliste à la Tank Girl, qu'il y avait un petit peu dans le premier, parce qu'on était vraiment dans ce côté-là. Le côté un peu ado rebelle. Mais bon, je crois que comme nous, l'auteur a vieilli. Hein. Et je trouve effectivement qu'il a atteint une maturité qui renie pas la jeunesse de sa BD et qui montre une autre facette des histoires absurdes. C'est superbement dessiné, c'est une histoire vraiment pleine de sens et de belles choses dedans. Cobal dit ça sent l'étudiant qui met des refs, et c'est plus le prof qui met des refs, je pense, maintenant là-dedans. Moi, j'ai passé un bon moment. Oui, il y a des références à Kirby dans le dessin. Là, tu as vu la sorte de forme planétaire qui était juste... Vas-y, tourne la page avant pour ceux qui sont sur le live. Voilà, référence à Kirby, assez franche au niveau graphique, au niveau cosmologique. On va dans tous les sens, ça part dans les enfers. Bref, moi j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment. Je dirais pas jusqu'à mettre un coup de cœur parce que c'est parfois un petit peu difficile à suivre. Mais franchement, si vous avez bien aimé le premier Paolo Pinocchio, c'est une belle conclusion, j'espère en tout cas. Oui, non, ouais, Thio est non, plus... mais alors, en fait, non, mais là tu dis, si vous avez aimé le premier, allez acheter le second. Je pense que déjà le premier, malheureusement, était déjà quand même un truc vachement de niche. Ouais. Et que dans la niche à 10, il y en a peut-être 3-4 qui vont du coup aller voir le deuxième. Je suis désolé. Hein, Après, peut-être qu'effectivement, il mériterait d'être plus connu qu'il ne l'est. Mais je pense que c'est vraiment un truc un peu... C'est un peu underground, quoi. On est quand même sur un truc que pas tout le monde va aller feuilleter. Après, oui, l'histoire du petit Pinocchio, elle est sympa. Parfois mignonne, parfois très grinçante, parfois très trash. Mais bon, oui, non, moi j'ai trouvé ça sympa. Mais c'est vrai que, comme tu disais, il y a quand même un gros changement de ton, voilà, entre le premier et le deuxième. Voilà. Donc, enfin, Pierre a quand même eu la gentillesse de me passer les 2 tomes, parce que le premier, on l'a lu il y a combien de temps? Je vais pas faire de recherche sur la Voix des Bulles, parce qu'on l'avait chroniqué il y a très longtemps. Je crois qu'on faisait l'émission 4.2 à l'époque, peut-être. C'est ça. Donc, c'était il y a fort longtemps. Mais non, c'était plaisant. C'est plaisant à lire, en tout cas, et graphiquement, je trouve que c'est très joli. Alors, moi, en fait, j'ai lu le premier quand tu me l'as passé, il n'y a pas si longtemps. Je suis pas forcément ultra client de ce genre de BD à la base, mais c'était bien passé. J'aimais bien le côté trash, un peu underground,
punk anarchiste, enfin un peu tout ça. C'était assez fun, c'était assez rigolo, ça passait bien. Et là, celle-là, j'ai l'impression qu'il est juste pas à sa place en fait. C'est pas que j'ai pas aimé, mais j'ai pas vraiment aimé non plus. J'arrive pas à me positionner dans le sens où j'ai l'impression que il aurait, j'arrive pas à comprendre son intention. C'est-à-dire que tu vois tout un tas de double sens, de discours éventuellement religieux, etc. Enfin, tu dis il y a quand même une tentative de quelque chose, mais déjà je trouve que Paolo Pinocchio il a rien à foutre là, et puis j'ai pas réussi à comprendre le truc jusqu'au bout, quoi. Donc c'était pas si mal, j'ai lu le truc, j'ai dit ouais, pourquoi pas, mais j'arrive pas à dire ouais. Voilà, je le trouve un peu en décalage, et j'ai l'impression qu'il a fait un album qu'il aurait pas dû faire, enfin qui était pas pour lui. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, il aurait dû faire l'album, mais pas avec son héros d'avant. Ben ça, ou rester dans le côté trash et punk. C'est parce que ça marchait bien aussi. Il aurait pu aborder le même sujet, mais de la même façon qu'avant. Là, je sais pas, Ouais. j'ai l'impression que c'était pas vraiment lui. Voilà, mais après, enfin voilà, je suis dubitatif et perplexe. Oui, Voilà. mais ça montre que c'est une BD qui interroge, et c'est déjà pas mal. Ouais. Ouais, je vous rejoins un petit peu sur le questionnement du pourquoi Paolo Pinocchio en fait dans cette bande dessinée en fait. Parce que c'est tout ce qui se passe autour qui est raconté. Finalement, lui, c'est presque on suit une balle qui rebondit tout au long de l'histoire. C'est l'histoire du conteur d'histoire, c'est le menteur ultime, c'est celui qui saura toujours trouver une nouvelle histoire pour se sortir du pétrin parce qu'il ment tout le temps. C'est Ouais, ce mais côté-là, Pinocchio à la base. Et je pense que c'est ça son idée dans le truc trash, c'est que Pinocchio, c'est l'enfant qui fait que mentir, mais qu'en fait, il pense que... Dans le précédent Ouais. tome, il est acteur de tout ça. Là, Oui. vraiment, j'ai la sensation qu'il subit les événements qui se passent autour Un de peu lui. plus, oui. Et du coup, ça raconte pas grand-chose de lui. C'est voilà, c'est le seul élément que je trouve vraiment dommage, parce qu'après, c'est riche, c'est super travaillé graphiquement, c'est travaillé au niveau du gaufrier, c'est travaillé sur ce que ça raconte, sur les mythologies, pour raccrocher plein d'autres références. Vraiment, il y a un boulot de dingue. Mais après, je reste dubitatif sur le choix de ce qui est raconté, dans la façon dont c'est raconté par rapport au personnage central qui est censé être Paolo Pinocchio. Voilà. Ouais, mais après, justement, quand tu commences à combattre les dieux, en théorie, t'es juste leur jouet. Ah bah alors là, pour le coup, ça a bien marché. Ça vient marcher. Tu vois, voilà, c'est devenu vraiment le jouet. Là, pour le coup, ça a bien marché. Ouais, le rapport aux marionnettistes, tout ça, je pense qu'il y a un peu cette idée-là. Bref, c'était Paolo Pinocchio de Lucas Varela chez Tanibis pour 25 €. Mais tu voulais pas savoir si on mettait un coup de cœur? Non, parce que je veux dire, des fois, il n'y a pas besoin de ouais, ok. rentrer dans les détails. Tu voulais en mettre un, c'est ça? Pas un bras. On passe à la suite? Ouais, c'est ça. Hein. La Horde Attention. du Contrevent. Le Mistral souffle Une dans bande les dessinée scénarisée et dessinée par Eric et Nino avec des dessins de Gaëtan Georges d'après l'œuvre de je sais plus qui, Alain Damasio, non je sais Alors, plus. je crois que juste Gaëtan Alain Georges, il fait Damasio. pas que les fait couleurs. que la couleur, mon pauvre. Couleur, j'ai dit quoi? J'ai dit autre chose, mais c'était Il a fait le dessin, mais non, c'est il a pour pas ça fait le dessin, il a fait que. que la couleur, pardon. C'est chez Delcourt pour 16,95 €. Et c'est Thio qui va en parler. Ouais. Vas-y, parle. Tu me laisses ça? Ça va. Donc, ils sont 23. Ils forment la 34e Horde du Contrevent. Ils ont entre 27 et 43 ans et ils vont affronter l'inconnu. Ça, c'est précis. C'est beau, t'as vu? Dans un monde qui est balayé par les vents, en fait, ils ont été formés depuis l'enfance. Ils ont un seul but, parcourir le monde et aller de l'aval vers l'amont, à contre-courant, pour arriver à l'origine des vents, l'extrême amont. C'est les saumons. C'est les saumons, c'est ça, ils reviennent. Les saumons. Mais ils reviennent pas là où ils sont nés, en fait. On va donc suivre justement cette dernière horde qui, en théorie, est la horde ultime, celle qui doit réussir justement le voyage. Dans les 2 premiers tomes, donc, on a suivi donc justement la horde. Et là, on arrive donc au moment où le traceur, c'est-à-dire celui qui est devant la horde, Golgoth, choisit de traverser la flaque de Lapsan.
Et malheureusement, personne n'en est jamais ressorti vivant. Alors du coup, ses compagnons lui disent « Mais c'est une folie !» Et lui, il s'en fout, parce que c'est le chef. Et là, putain, ses copains IRL lui disent « Mais c'est une grosse connerie, quoi !» Et là, il dit « Je vois pas le problème. » Et là, même le MJ... Tu parles de Golgothi. Putain, merde. Golgothi. Ah non, merde, c'était une autre vie, ça. Excuse-moi, Voilà. c'est gratos. c'est gratos. Demain, c'est la Saint-Adrien, je t'explique. C'est pas toi, donc. Alors, donc, sans compter, voilà, que, en plus, la saison des pluies va tomber sur la flaque de l'Apsan, et comme c'est une flaque, saison des pluies, voilà, ça va humide, monter. quoi. Voilà, ça va monter, quoi. Et on a en plus un des personnages qui a secrètement décidé de garder son enfant, et donc un autre Sauve qui est un petit peu le ciment de la horde qui essaye, on va dire, de recoller tous les morceaux. Le bateau prend l'eau. Le bateau prend l'eau et c'est un peu l'épreuve de vérité, cette flaque de l'Apsan. Alors, pour parler donc du dessin d'Eric Enino, moi je trouve que là, avec le changement de décor qu'on a eu, avec du coup ce nouveau paysage qui est proposé dans l'ordre du Contrevent, il a vraiment, je trouve, créé une atmosphère, quoi. Tu as les visages qui sont fatigués, qui sont voilà, marqués par le vent, par le soleil. Et là, tu te retrouves avec un truc qui est à la fois liquide, venteux. Et tout ça, en fait, ça crée une sorte de magma où tout s'amalgame, quoi. Et moi, j'ai vraiment eu l'impression dans ce tome que, finalement, autant au niveau du scénario que du dessin, la horde, elle devenait vivante. C'était une sorte d'entité, en fait, dans le bouquin. C'est un peu étrange, ouais. Je ne sais pas si ça se comprend ce que je dis, mais moi, je trouve que voilà, là, ce troisième tome est vraiment devenu vraiment excellent. Moi, j'avais bien aimé les deux premiers, mais là, je trouve que Eric Enino, il a vraiment fait pour moi, il y a un truc qui s'est passé, quoi, dans son dessin et dans sa façon de raconter l'histoire. Je pense que les couleurs aussi de Gaëtan, Georges, je pense, aide aussi, voilà, justement au changement de paysage. Une bonne suite. Là, le tome 4 va arriver normalement bientôt. Vraiment très, 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 très chouette, cette Horde du Contrevent, 3e tome. Votre avis à vous, cher, brave Jean? Ouais, j'ai trouvé que, comme tu le disais, il y a un côté vivant et animal à cette horde qui est blessée, qui, un petit peu comme un blob, se disloque à certains moments, essaie de se forcer à se rassembler à d'autres moments, ou est forcée de se rassembler à d'autres moments. Elle prend des coups, mais au final, elle tente de rester unie, mais elle souffre. Et effectivement, comme tu le disais, les visages sont très marqués. Et je trouve que c'est un élément intéressant que de voir évoluer les personnages comme ça au fil des tomes. Souvent, quand on a des séries, il leur arrive des aventures d'une histoire sur l'autre, et au final, ils ont changé de fringues, ils se sont rasés, ils se sont repeignés, ils se sont reparfumés, et c'est reparti pour un tour. Là, on est vraiment dans une continuité. Ça fonctionne... Voilà, on est pris aux tripes. Et je trouve qu'on souffre en même temps que la bête. C'est, je trouve, la force de ce tome. Dans les deux premiers, on avait le bruit du vent. Dans celui-là, on est en apnée sous l'eau. Et vraiment, là, comme tu le disais, l'ambiance est extrêmement bien rendue. Les couleurs choisies fonctionnent divinement bien. Et on avance fortement dans le relationnel entre les personnages et dans la cohésion du groupe. C'est vraiment un grand pas en avant dans ce 3e tome. Il y a beaucoup de pas en avant, je suis assez d'accord. Moi, j'ai vraiment pris un grand plaisir à le lire. Mais ça a un des défauts de ses qualités, c'est-à-dire que c'est une bonne adaptation. Mais on a l'impression d'avoir un chapitre dans la vie des personnages, et ce qui est le cas. Hein. C'est-à-dire que c'est une grosse péripétie où les personnages évoluent beaucoup, où il se passe beaucoup de choses, mais qui, entre guillemets, et c'est le fait que l'adaptation n'a pas pu adapter le roman en entier, parce que ça aurait fait une BD que tu aurais acheté tout de suite. Je l'ai déjà en roman. Tu l'as déjà en roman, voilà. Mais en gros, il y a un côté pause qui a un côté très frustrant. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Tu vois, c'est ce que j'appelle vraiment le défaut de ses qualités. C'est très bien, mais je me dis, vu le travail d'Eric Enino, vu le temps qu'il passe sur chaque tome, à chaque fois qu'un nouveau tome arrive,
faut que je raccroche les wagons. Il y a beaucoup de personnages, il y a des relationnels de plus en plus complexes, de plus en plus fins. Et c'est pour moi le genre de série qui mérite presque d'attendre un intégral. Et c'est voilà, je suis un peu le cul entre deux chaises pour ça, parce que c'est vachement bien, mais j'arrive à la fin et je me dis, ouais, mais il n'y a plus de pages là. Comment je fais pour aller... Donc, il y a plus de qualité que de défaut, quoi. Oui, mais je reste sur ma faim et tu as toujours l'inquiétude de te dire, quand j'y reviendrai, je serais peut-être relargué, je mettrais du temps à me raccrocher. Alors, il y a un petit résumé sur qui sont les personnages au début. Et pour ce genre de série, c'est une très bonne chose. Il y a beaucoup de séries où c'est pas le cas. Mais là, tu vois, j'ai lu le tome 2 et le tome 3 d'affilée. Rien qu'au tome 2, j'étais ravi d'avoir le résumé au début parce que j'étais déjà paumé. Et enchaîner les 2 tomes, ça a été un très très grand plaisir, quoi. Mais tu dis, ouais, mais c'est pas fini. Je veux une fin. Voilà, moi, c'est ma frustration. Je rajouterai un petit truc, c'est que ce tome-là particulièrement déploie l'état d'esprit et la psychologie du chef de cette horde. C'est un traceur, et c'est un traceur qui trace en ligne droite. Je ne sais plus si c'est dans le tome 2 ou dans le tome 3 qu'ils en parlent. Lors de ces épreuves de sélection et de formation, ça faisait partie tout à la fois de ses qualités et de ses défauts. C'est ce qui lui a permis d'être sélectionné, c'est ce qui lui a permis de survivre, mais c'est ce qui a coûté aussi de nombreuses défaites auparavant. Donc c'est un peu le qui tout double d'avoir un chef dans cette veine-là. Et je trouve que c'est extrêmement bien rendu dans ce tome, et la cohésion du groupe s'étoffe grâce à ce personnage central qui était là, qui avait sa main sur le groupe, mais qui n'était pas tant que ça mis en avant ou développé. Et là, je trouve que c'est un tome dans lequel on le voit en action. Bah surtout, c'est que là, il prend des décisions qui sont un peu clivantes. C'est ça. Alors qu'avant, il prenait des décisions où il était contre l'avis du groupe déjà. Mais les autres, voilà, c'était pas grave. Voilà, là, c'est que le passage dans la flaque fait que forcément... c'est mortellement un choix. C'est mortellement un choix, exactement. Guillaume ? Et non, comme je disais tout à l'heure, Ouais, j'ai pas lu le premier et lis j'ai pas eu le temps de lire les 3. Mais tu lis pas le chauffeur, toi, c'est terrible. Ouais, À croire que je sais pas pourquoi on le fait. Hein. Ok, bon, je sais pas, vous l'aurez compris, je vais être un tueur parce que j'attends, je sais pas, un tome 4, une Mais fin en de fait, cycle. mais tu sais qu'on n'a rien proposé en fait. Voilà, non mais c'est... Bah oui, mais je sentais qu'il y avait dans votre envie d'en parler. Non, mais pas pour l'instant. Non, Oh. pas pour l'instant, on n'avait rien demandé nous. C'est trop tôt. Pas pour l'instant. T'as vu, il justifie déjà Mais le oui, fait que. oui, non, mais il va tenter. C'est vous qui arrêtez pas de me dire que je On suis un enregistrera tueur. quand il est pas là. La Horde du Contrevent, le tome 3 de Eric Enino et Gaëtan Georges, c'est chez Delcourt pour 16,95 €. Un œil sur. Better Call Saul. Un spin-off, ouais, super, un spin-off de série de télé. On va faire une suite à un truc. Saul Goodman est un personnage qui est apparu dans Breaking Bad, une série qui a eu un très très gros succès, qui a cartonné, et qui est apparu un petit peu comme un peu le personnage comique qui a un moment, donc c'est déjà la saison 2 où la série commence à devenir un peu de plus en plus sombre et un peu de moins en moins drôle, a besoin peut-être que quelqu'un vienne un peu ramener de l'humour, même si de l'humour noir, de l'humour difficile dans tout ça. En tant qu'avocat, avocat spécialiste de l'arnaque, avocat qui travaille avec tous les petits malfrats qu'il peut, et puis les plus gros aussi, si ça lui permet de se faire plein de thunes. Et donc, quand ils ont décidé de faire un spin-off sur ce personnage-là, je me suis dit, super, ils vont nous sortir une sorte de comédie d'avocat, comédie juridique. Ça va être... ça va pas avoir le souffle qu'avait un Breaking Bad, qui est une série qui était bluffante, qu'elle n'en pouvait plus. Alors que pas du tout. Parce que Better Call Saul, ça ne raconte pas l'histoire de Saul Goodman, ça nous raconte l'histoire de Jimmy McGill. Jimmy McGill, c'est un gars qui, dans son adolescence, a fait plein de petites arnaques, de petites magouilles. Il était surnommé Sleeping Jimmy. Il s'amusait à se faire tomber devant les voitures pour essayer d'arnaquer les gens pour qu'ils lui donnent de la thune pour le dédommager, tu vois. Ce petit spécialiste de l'arnaque, globalement, mais qui, pour avoir le respect de son grand frère, décide de suivre ses traces et de devenir avocat. Et son grand frère, c'est un putain d'avocat, un avocat de génie. Et Saul, lui... il veut montrer qu'il peut être fort, mais son frère, il a toujours considéré que son petit frère, c'était qu'un petit con et un petit arnaqueur et qu'il valait rien.
Et il l'aide pas. Mais pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Il le prend même pas comme stagiaire dans son cabinet. Saul est obligé d'aller avoir son diplôme dans un endroit paumé pour réussir à avoir son diplôme du barreau et réussir à devenir avocat. Sauf que là, on est à un moment où on va voir donc ce personnage qui, petit à petit, va devenir Saul Goodman. Là, on a quelqu'un qui a l'air d'être quelqu'un qui fait des efforts, qui aide son frère, qui, avec le temps, est devenu complètement phobique de tout ce qui est onde. Donc il va le voir en mettant le téléphone dans un sac, tout est chauffé à l'eau chaude, il n'y a plus d'électricité du tout dans la maison, il lui amène à manger, il s'occupe de son frère qui est malade, qui a encore plein de thunes parce que le cabinet d'avocat, le gros, lui appartient, et il va petit à petit se retrouver dans des affaires pour essayer de gagner un peu d'argent, plus ou moins glauques, qui vont l'amener petit à petit à se rencontrer des gens du crime. Et d'autres personnages de Breaking Bad, dont Mike Ehrmantraut, qui est une sorte de bras droit, garde du corps, tueur, on ne sait pas trop quoi dans Breaking Bad. Et on voit comment ce mec-là commence, c'est un ancien flic, là il est gardien du parking du tribunal. Voilà. Donc comment est-ce qu'il arrive là-dessus ? Et on va suivre en parallèle le côté aussi du crime avec Lalo, un jeune qui veut devenir... Ignacio, qui veut devenir... qui travaille pour le crime mexicain et qui essaie de protéger son père, qui rejette le choix qu'a fait son fils. Sauf que petit à petit, les autres disent « Ah non, mais il a une affaire, ton père, on pourrait l'utiliser, ce serait pas mal, etc. » Lui, il veut pas, enfin voilà. Et ça part en vrille. On voit la naissance des Los Polios Hermanos, avec des personnages méchants de plus en plus fringants. On voit l'intrigue qui commence très calmement dans les premières saisons et qui petit à petit s'enrichit. Et on a surtout une magnifique histoire d'amour. Une magnifique histoire d'amour qui suit toute la série et surtout une narration qui rejoint le côté très fort de Breaking Bad avec ces ouvertures d'épisodes où on voit un truc, on ne sait pas trop ce que ça veut dire et on a le sens qui se fait après, mais aussi carrément des ouvertures d'épisodes qui se passent après à la fin de Breaking Bad. Et qui nous montrent des images en noir et blanc. Et puis au bout d'un moment, dans la dernière saison, on a même des épisodes qui sont tout en noir et blanc qui se passent que pendant cette période après, pour nous montrer comment Saul va évoluer, comment il va changer. Et d'ailleurs, il y a un épisode de Better Call Saul qui s'appelle Breaking Bad, tout comme il y a un épisode de Breaking Bad qui s'appelle Better Call Saul. Tout se croise et c'est magnifiquement écrit. C'est, à mon sens, au moins aussi bien que Breaking Bad, voire meilleur, parce que c'est aussi une belle histoire. Alors que Breaking Bad, c'est pas une belle histoire. Voilà, donc je ne saurais que vous recommander cette série, moi que j'ai vraiment adoré. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a jeté un œil. Non. Non, j'ai regardé quelques premiers épisodes de Breaking Bad et quelques premiers épisodes de Better Call Saul. Ça vaut quand même le coup d'avoir vu Breaking Bad avant de commencer Better Call Saul. Voilà, je n'ai pas accroché, adhéré, j'ai eu d'autres trucs à regarder. C'est vrai que je n'ai pas cherché à forcer la machine. Après, ça t'accroche pas. Hein. Ouais, toi, tu as commencé Breaking Bad et tu attends. Tu viens juste de me spoiler un peu, mais c'est pas grave. Waouh. Bon. Si peu. Voilà. Bref, je suis spoilé. Je sais plus dans quoi. Non, c'est pas grave, mais on en discutera après. Tu me diras ce que j'ai spoilé, parce que j'ai pas fait exprès dans ce cas-là. Je suis vraiment désolé. Vas-y, j'ai du coton hydrophile. Paul s'est demandé. Merci de nous avoir écoutés. Désolé si j'ai spoilé des trucs parce que c'était vraiment pas volontaire. Et puis, on se retrouve dans une prochaine émission. La prochaine émission sera une émission spéciale ou un Canaille BD, on verra. Mais en tout cas, ce ne sera pas One Eye Club la semaine prochaine. Oula. Putain, un teasing de ouf quand même. Ouais. Bref, il y aura une émission, mais on ne sait pas quoi. Si, on sait quoi. Si c'est une émission spéciale. Si, on a prévu quand même. Si c'est une émission spéciale, on sait ce que c'est, elle est déjà enregistrée. Ce seraient des émissions où on parle d'une BD coup de cœur qui a marqué notre histoire, d'une série qui nous a marqué. Et d'ailleurs, vous autres... souvent, c'est une intégrale aussi. Ouais, une intégrale. On parle de toute la série. Voilà. Il y en a juste pour 4 heures d'émission à chaque fois. Mais franchement, c'est super. Oui, parce qu'on prend chaque tome et on passe une heure dessus. Je vais pas faire d'enregistrement du coup. Oui, parce que voilà, si tu veux nous parler de X-Men, par exemple, faut que tu pars du tome 1 jusqu'au dernier qui est sorti. Et que tu nous décrives chaque tome en quoi il est intéressant. Ouais, mais t'es tellement fan, je vais te laisser faire ça. Voilà. Tu veux faire One Piece ? Voilà, ouais, ça peut être bien. C'est presque facile ça. Putain, tome par tome, mais il y en a pour un moment d'émission encore. Une fois que tu as supprimé toutes les cases où ils s'étirent les membres et où ils font pif-paf. Le truc, c'est qu'à un moment donné, c'est supposé être sur une intégrale, donc une série finie. Oui.
Oui. Voilà, donc Ouais. One Piece, c'est mort. Ah, Mais bah, alors la fin déjà- est annoncée. Déjà, c'est bien parce que tu as noté une règle et il me semble que le dictateur a déjà fucké la règle. Oui, Voilà. j'ai déjà fucké la D'accord. règle. Voilà. Et je Donc, avais même fait la propose remarque une aussi. série d'émissions sur One Piece. Le One Piece Club. Une année complète, je pense. Une année complète. Ouais, c'est vrai. Bon, bah merci encore à tous de nous avoir accompagnés jusqu'ici, de nous avoir suivis sur le chat. Ça nous fait toujours plaisir de voir qu'on nous écoute en live et qu'on nous fait des commentaires. Si vous avez une idée de titre pour cette émission, on est totalement preneur. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission, dans un mois pour un nouveau live. Et puis, pourquoi il m'a pas lancé la fin là? J'appuie sur le bouton pour qu'il me lance la fin. Bah, Oh. sinon, on se dit à bientôt. C'est tout quoi ce simplement. délire? C'est n'importe quoi. Voilà, là il me l'a lancé, j'avais mal appuyé sur le bouton. Je fais n'importe quoi. Ciao, ciao, à bientôt, bye bye. En Ciao, interface ciao. machine homme. Au revoir. Allez, à la prochaine fois.